La France de Louis XVI vit sous un régime féodal. Le peuple, enfin le tiers-état comme on l'appelle, croule sous le poids des impôts payés au roi, aux seigneurs et au clergé. Et pendant ce temps, à Versailles, on mène la grande vie. Certains nobles perçoivent même de belles pensions, comme la comtesse de Polignac, qui reçoit 500 000 livres par an. C'est 1000 fois le salaire d'un ouvrier, et pourtant les caisses du royaume sont vides. Cette faillite est due surtout au soutien de la France dans la guerre d'indépendance américaine. Lafayette et ses amis ont coûté cher pour lutter contre les Anglais. Bref, il faut trouver des sous. Les ministres du roi, dont Necker, proposent de réunir les États généraux. Une grande assemblée où sont représentés la noblesse, le clergé et le tiers-état. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui a le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker. Les ministres du roi, dont Necker, proposent de faire payer l'impôt à la noblesse qui, bien sûr, n'est pas d'accord. À la veille de la Révolution, le peuple ne réclame pas la tête du roi. Tout juste veut-il limiter ses pouvoirs et mettre fin aux injustices et aux inégalités. C'est pour ça que Louis XVI décide de réunir les États généraux. Enfin, le roi demande que l'on rédige partout en France des cahiers de doléances dans lesquels les Français font part de leurs plaintes. Nous nous tiendrons en assemblée paroissiale, aujourd'hui 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gamelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, je vous supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! Nul doute qu'en ce printemps 1789, on est loin d'imaginer l'ampleur que va prendre la Révolution. Mais la colère gronde. 1789. L'homme qui rentre chez lui est l'un des nombreux députés du tiers-État venus de toute la France pour participer à l'Assemblée des États généraux. Ils ont apporté avec eux les cahiers de doléances rédigés à la demande du roi. Dans ces cahiers se trouvent toutes les réclamations du peuple français. Plus de liberté, plus d'égalité, des impôts mieux répartis et une grande volonté de participer aux plus hautes responsabilités. Le 5 mai 1789 s'ouvre à Versailles la séance royale réunissant les États généraux. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront
pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment, Les députés du avant tiers-État, toute chose, monseigneur. ne rendrais-je pas hommage C'est quoi le au tiers-État? génie français, Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. incomparable. qui Cela fait beaucoup voit de à monde. L'Assemblée rassemble les trois ordres, les députés de la noblesse, du clergé et du tiers-État. Ces derniers sont plus nombreux car ils représentent 9 Français sur 10. Qu'attendent les représentants du peuple de cette réunion extraordinaire? D'abord, les députés du tiers-État espèrent un vote par tête, c'est-à-dire un député égale une voix, et non un vote par ordre. Car dans ce cas, les députés des ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, sont certains de l'emporter sur toutes les décisions à 2 voix contre une. Cependant, lorsque la séance se termine, la déception est grande parmi les députés du tiers-État, car le roi, dans son discours, n'a fait aucune allusion au vote par tête. Or, si la plupart des députés sont fidèles à la monarchie, tous demandent une modernisation du régime et plus de droits. À leur grand regret, ils ne sont pas écoutés par le roi. Des membres du clergé ont rejoint le tiers-État, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer en Assemblée nationale, en se passant de l'accord de votre Majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère, la meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser aux 3 ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup. L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance, et par la force, si nécessaire. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Bailly a raison. Au jeu de paume. Le roi refuse le vote par député. Il fait fermer la salle des États généraux, mais les députés se réunissent dans la salle du jeu de paume et jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est le serment du jeu de paume. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution.
Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive le roi! De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre qu'ils restent. Vouloir partager le pouvoir avec le roi, c'est une trahison. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Cette image, vous la connaissez. C'est le serment du jeu de paume. Comment cette œuvre pourtant inachevée est-elle restée un symbole fort de la Révolution française ? Nous sommes le 20 juin 1789. Les députés du tiers-État se réunissent avec quelques députés du clergé et de la noblesse dans une salle de Versailles où l'on pratiquait le jeu de paume. C'est ici qu'ils prêtent le fameux serment de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la France. Un acte fondateur de la démocratie française. Il propose sur cette esquisse une vision idéalisée et théâtrale de l'événement qu'il souhaite hisser au rang d'acte universel. Dans une composition parfaitement symétrique, David met en scène l'enthousiasme général. En haut, le peuple observe la scène derrière des rideaux qui flottent au vent. C'est le souffle de la Révolution qui plane sur l'Assemblée. En bas, tous les regards convergent vers Bailly, président de l'Assemblée. Il prononce le serment qui exprime la volonté collective. Le tiers-État, qui n'était rien, devient en ce jour la nation. Au centre, l'abbé Grégoire, catholique, étreint un pasteur protestant et un moine chartreux. C'est l'union de la nouvelle Église constitutionnelle. Avec cette toile, David souhaitait fonder une nouvelle peinture à l'image de la nouvelle France révolutionnaire. Mais le destin de cette œuvre est à l'image de l'histoire troublée de la Révolution. L'œuvre fut financée par la Constituante, mais l'engagement de l'artiste dans la Révolution et les dissensions internes entre les députés
rendent caduque cette idéalisation de l'unité nationale et conduit David à abandonner l'exécution de son œuvre. Comment peindre en effet l'unanimité des députés de 1789 alors qu'ils se divisent dès 1792 ? Dès 1791, de nombreux artistes copient ou réinterprètent cette esquisse. Au XIXe siècle, elle illustre les manuels d'histoire et décore les murs des mairies. L'œuvre est érigée en image officielle de la journée du 20 juin 1789 et incarne désormais l'histoire. Mais le roi n'a pas dit son dernier mot. Il renvoie son ministre Necker qui était favorable à la réforme des impôts, provoquant la colère du peuple. Et il concentre autour de la capitale 30 000 soldats pour prévenir les désordres. À Paris, la peur et la tension montent. À Paris, la colère gronde. Le peuple craint une intervention de l'armée royale. Le 14 juillet, la foule cherche des armes et se dirige vers la Bastille, une prison d'État où se trouve aussi un dépôt d'armes et de la poudre à canon. Galvanisés, les émeutiers remportent la bataille. C'est la victoire. Le peuple est désormais en armes et constitue un nouveau pouvoir. Construite au XIVe siècle, cette forteresse est devenue prison d'État. Le roi peut par lettre de cachet, sans procès ni jugement, y faire enfermer quelqu'un. Un symbole de l'arbitraire royal est tombé. Louis XVI est obligé d'accepter tout ce qu'il avait refusé auparavant. Cet événement eut pour conséquence le renvoi des troupes de Paris, le rappel de Necker et la nomination de Lafayette à la tête de la milice bourgeoise qui deviendra la Garde nationale. Savez-vous pourquoi la prise de la Bastille est le symbole de la Révolution française ? Le 14 juillet 1789, c'est l'insurrection. La foule se presse devant la Bastille. Aux abords du pont-levis de la forteresse, le sol est jonché de cadavres. On y voit des gardes français et des gardes nationaux qui se sont affrontés. Les piques, les baïonnettes levées, la fumée des incendies, tout concourt à dramatiser ce moment héroïque et libérateur d'un peuple assoiffé de justice. En premier plan, les canons évoquent l'argument majeur qui fut à l'origine de la prise de la Bastille, le retrait des armes pointées sur le faubourg Saint-Antoine. Parallèlement, la rumeur du complot de la noblesse contre le peuple se répand à grande vitesse. Les paysans s'arment et s'attaquent au château. C'est la grande peur des campagnes. Oh là là, ça chauffe chez le marquis. La grande peur gagne presque tout le pays. À l'Assemblée aussi, les députés ont peur, en particulier la noblesse et le clergé. Il faut agir vite. C'est la nuit du 4 août 1789. Il y a eu des propositions un petit peu extravagantes qui consistaient, de la part de très grands aristocrates, à dire eh bien, j'abandonne mon privilège sur le droit de chasse, je supprime mes corvées, etc. Au bout du compte, il a été décidé l'égalité de principe pour tous, égalité fiscale, égalité devant l'impôt, et suppression des ordres, des dignités et des privilèges. Dans cette folle nuit du 4 août, toute la société de l'Ancien Régime s'écroule. Monsieur le marquis, où êtes-vous? Monsieur le marquis, c'est moi. Quoi de neuf? Je peux vous dire que ça va pas s'arranger pour la noblesse. Dans quelques jours, tous vos privilèges vont tomber. Non, le servage? Oui, le servage. Les corvées? Les corvées. La justice seigneuriale? Ouais. Et tous vos droits féodaux. C'est pas possible. Mais si, je vous l'assure. Je peux même vous dire que ça va pas s'arranger pour le clergé. Pour le clergé aussi? Ça serait trop vous demander d'aller porter la nouvelle à mon ami, le curé de notre paroisse. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée et offre de nouveaux principes pour l'avenir, parmi lesquels la souveraineté du peuple et de la nation et l'égalité devant la loi. Ces deux derniers événements marquent la fin de l'Ancien Régime.
La nationalisation des biens du clergé sera débattue à l'Assemblée à l'automne 1789. L'idée, proposée d'ailleurs par Talleyrand, l'évêque d'Autun, est de combler le déficit de l'État qui augmente depuis le début de la Révolution. Il faut prendre l'argent là où il est, dans les coffres de l'Église. L'Assemblée décide de saisir les biens du clergé pour les vendre. En contrepartie, l'État prend en charge le salaire des prêtres. La réforme ne s'arrête pas là. L'Assemblée décide, sans l'avis du pape, de changer l'organisation de l'Église. Par exemple, les évêques et les curés sont désormais élus par le peuple. C'est la constitution civile du clergé à laquelle les prêtres doivent prêter serment. En octobre, des tensions réapparaissent. Des milliers de femmes affamées et poussées à la révolte partent pour Versailles. Sous la protection de Lafayette, le roi doit déménager pour rejoindre le château des Tuileries à Paris. Désormais, le roi et l'Assemblée sont sous la surveillance du peuple.